Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Les cas continuent de grimper dans le monde. Le Covid-19 est bien une réalité, notamment en Côte d'Ivoire, où le pays, depuis quelques jours, a franchi la barre des 500 cas. Les mesures se renforcent, le confinement devient obligatoire, notamment pour les personnes fragiles. Les soins médicaux, mais aussi la prise en charge psychologique restent donc capitale. Comment elle se fait alors actuellement? Et surtout, comment vivre et réussir cette vie du presque renfermé sur soi et à la limite coupé de tous? Voilà des questions qui font l'actualité. Le dernier Conseil national de sécurité présidé par le président de la République a pris un certain nombre de mesures, notamment le confinement obligatoire des personnes vulnérables. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de la présidence. Les nouvelles mesures portent sur le confinement obligatoire à domicile de toutes les personnes fragiles, notamment les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Le Conseil national de sécurité a pris les mesures additionnelles suivantes. La fabrication par l'industrie locale et l'importation massive de masques destinés à l'usage des populations. La production des médicaments par l'industrie pharmaceutique locale en vue de la couverture des besoins nationaux. Voilà donc un extrait de la déclaration du secrétaire général de la présidence, le ministre Patrick Achi. Et pour en parler, je reçois le professeur Yeo-Tenena Jean-Marie, médecin psychiatre, directeur coordonnateur du programme national de santé mentale. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Il y a la prise en charge médicale, mais il y a surtout cet aspect important qui est lié à la psychologie, la prise en charge psychologique. Depuis le début de la crise, vous intervenez aussi, notamment, sur cette question précise. Merci, monsieur, de me donner l'occasion d'expliquer ce que nous faisons. La prise en charge psychologique s'articule en 3 axes. Le premier axe, c'est l'accompagnement des malades, des familles des malades guéris et également des soignants. On réalise un accompagnement à ce niveau. Deuxième élément de notre intervention, c'est le renforcement de la capacité des soignants, tant sur la gestion du stress et la problématique d'accompagner une souffrance. Le troisième axe, ce sont des interventions que nous envisageons de faire. Il fallait d'abord former l'équipe au niveau des interventions communautaires. Nous envisageons faire des émissions en demandant aux chaînes de proximité, les chaînes confessionnelles et même les chaînes nationales, aujourd'hui, vous êtes de nous permettre de faire des émissions pour que la population s'approprie ces mesures qui ont été prises par le gouvernement. Évidemment. En quoi est-ce que c'est important, cette prise en charge psychologique des malades du Covid? Est-ce que c'est seulement eux, d'abord? Et en quoi est-ce que c'est vraiment utile d'avoir cet accompagnement psychologique? C'est utile d'avoir cet accompagnement parce que face à la maladie, la personne vit une détresse, la personne vit une inquiétude, il y a une insécurité, la personne est dépassée par les événements. Donc, au-delà des manifestations en rapport avec le Covid, d'autres manifestations peuvent se faire sentir sur plusieurs registres. Donc, nous sommes obligés de canaliser tout ça à travers cet accompagnement psychologique. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de cas que vous avez suivis ou que vous suivez actuellement? En ce moment, nous n'avons pas un nombre très élevé de suivi, puisque dans le confinement, lorsqu'il y a les cas graves, il y a seulement quelques cas qu'on a pu voir échanger avec eux. Mais déjà, ce qu'on a vu, que ce soit à l'INGS ou à Bassam, je ne peux pas vous donner un nombre exact. Mais à Bassam ou au Vitib? Au Vitib, oui. Au Vitib, un certain nombre ont été vus. Et aussi, des sujets contacts ont été vus. Et également, 3 familles de défunts ont été rencontrées pour échanger avec eux par rapport au travail de deuil. Puisque aujourd'hui, quand on perd quelqu'un avec le Covid, par rapport aux funérailles, il y a un certain nombre de problématiques. Les rites funéraires ne peuvent pas se faire comme d'habitude. Alors, est-ce que ce sont vous parlez des décès liés au Covid? Au Covid. Ou des décès naturels? Au Covid. Au Covid. D'accord. Mais comment se fait l'accompagnement? Vous êtes saisi comment? Vous êtes auto-saisi ou alors ce sont les familles qui vous approchent? En cas de décès, nous sommes saisis par l'équipe de l'Institut national d'hygiène publique. Et pour les personnes malades ou ceux qui ont besoin d'assistance psychologique, comment ça se fait? C'est nos collègues médecins qui nous appellent. Et nous venons aussi sur les sites, mais nos collègues médecins nous appellent toutefois qu'il y a une détresse pour venir échanger avec la personne.
est-ce qu'aujourd'hui, il y a à s'inquiéter, parlant des différents cas de maladies, à ce niveau mental, bien sûr, est-ce qu'il y a à s'inquiéter vu le nombre peut-être croissant? Non, il n'y a pas à s'inquiéter. Il y a une équipe pilote qui est mise en place et nous pourrons, pour le moment, avec le nombre de cas que nous avons, où on demande notre intervention, il n'y a pas à s'inquiéter. Pour le moment, nous pourrons répondre. Et déjà, il y a des ONG qui frappent à la porte pour nous assister. Donc, le travail pourra être fait. Et au fur et à mesure, le gouvernement donne les moyens conséquents pour pouvoir exercer notre... D'accord. Alors, quand vous arrivez, comment vous procédez pour la prise en charge psychologique de ces différents malades? Quand nous arrivons sur le lieu, il y a déjà nos collègues médecins ou les autres qui ont déjà vu. Ils nous expriment le besoin et nous rentrons en contact avec les patients et on échange. Vous rentrez en contact physique avec les malades? Oui, on rentre en contact physique avec eux. Si c'est un cas confirmé, évidemment, on met les combinaisons comme les autres. Mais si c'est juste un sujet contact, il y a aussi la manière de se présenter. Qu'est-ce qui ressort en général? Qu'est-ce que les malades ou les sujets contacts vous disent comme souffrance vécue? Qu'est-ce qui ressort en général? La souffrance vécue, c'est les inquiétudes. Les inquiétudes par rapport au lendemain. Lié à quoi? Les inquiétudes par rapport au lendemain, le fait qu'ils ne contrôlent pas la situation. Et il y a aussi certains symptômes qu'on a, comme les troubles du sommeil, des signes physiques, des difficultés, des palpitations, des douleurs et autres. Mais la plupart du temps, certains ont posé des problèmes sociaux. Parce que toutefois qu'ils sont confinés, ils sont coupés de la famille. D'autres avaient certains problèmes existentiels qui nous soulevaient. D'autres étant confinés, ils avaient laissé des enfants. Il fallait les aider à régler ces problématiques, informer l'environnement et discuter sur ces questions. Il y a aussi peut-être le regard de la société qui finalement est devenu un peu un regard accusateur sur ces différents cas. Oui, il y a le regard de la société, mais il ne faut pas le prendre comme un regard accusateur. C'est une maladie, ce n'est pas parce qu'on a... Mais c'est ce qui se dégage. C'est ce qui est en train de se dégager, mais ce n'est pas parce qu'on a des mauvaises mœurs qu'on a la maladie. C'est une maladie qui concerne tout le monde. C'est lié à de nouvelles habitudes qu'il faut avoir pour ne pas se contaminer. Donc, si nous sommes en mesure d'observer les recommandations des scientifiques, on peut rompre la chaîne de contagion. On peut obtenir une rupture. Face à l'émergence de ce genre de considérations qui n'ont vraiment rien de scientifique, comme vous le dites, qu'est-ce que vous faites, vous, qui êtes en charge de la santé mentale, qui travaillez sur la psychologie, notamment des malades, mais pas que, de la population aussi? Mais face à une telle attitude, comme je vous ai dit, nous devons faire un travail continu de proximité dans les collectivités. Et merci. Vous devez, là vous êtes dans le futur, vous le faites maintenant ou pas encore? Nous ne l'avons pas fait. Nous étions en train de concevoir les outils. Nous étions en train de former le personnel parce que pour échanger avec des gens, il faut être habilité. Alors nous envisageons, dans notre méthode, faire des émissions. Toutes les chaînes confessionnelles sont invitées, comme les chaînes nationales, à nous permettre des passages pour atteindre les communautés. Puisque la RTI le permet aujourd'hui. La RTI le permet et nous espérons que ça va continuer. Tout à fait, comme on le fait depuis le début. Mais est-ce que, quand vous intervenez dans ce genre de situation, il y a des blocages sur les différents cas? Est-ce qu'il y a des blocages? Des blocages au niveau... Par rapport au cas, bien sûr. Est-ce que ça évolue? Est-ce que ça régresse? Quelles sont les différentes difficultés? Je ne comprends pas bien la question. Les blocages... Dans la prise en charge des malades, est-ce qu'il y a des blocages? Ça évolue, ça n'évolue pas? Comment ça se passe avec les malades? Non, ça se passe bien pour le moment. Nous n'avons pas de blocage. Ça se passe bien. La prise en charge se passe bien. Autant on a des guéris qui sont... on a des guéris tous les jours dans les cas. Autant aussi on a des guéris psychologiques. C'est ce que je veux savoir. Sur le plan de vue psychologique, quand on échange avec eux, tout se passe bien. Ils sont satisfaits. Ils sont au moins satisfaits de voir des gens qui s'intéressent à leur souffrance, qui les écoutent, qui les accompagnent. On ne s'intéresse pas à eux en tant que malades, mais nous nous intéressons à eux en tant qu'humains. Ça les marque. Parce que dans la maladie, la plupart du temps, le soignant s'occupe de la maladie et non de la personne souffrante. Et là, nous nous intéressons à eux comme individus en dehors de la maladie. Donc, c'est une approche qui leur fait beaucoup plaisir. Aujourd'hui, vous intervenez où spécifiquement? Vous intervenez à l'Institut des maladies infectieuses, au CHU de Treichville? Nous sommes essentiellement intervenus pour le moment à Vitib et à l'INGS. D'accord. C'est les deux sites que nous avons explorés. Aujourd'hui, le confinement est obligatoire, notamment pour les personnes fragiles. Ces personnes fragiles, exactement, c'est qui, une personne fragile? Une personne fragile, je préfère distinguer la personne fragile de la personne vulnérable.
Pour moi, la personne fragile, c'est quelqu'un qui n'a pas d'informations suffisantes sur les mécanismes de transmission de la maladie et autres, ou bien qui ne comprend pas bien, qui peut, par le fait du manque de compréhension, s'exposer. Mais la personne vulnérable, ça rejoint un peu le biodémographique. Il y a l'âge, il y a le fait que la personne est âgée, il y a le fait que la personne peut avoir d'autres maladies en plus. Vous voyez, les personnes âgées, elles ont déjà un certain âge. Oui. Plus l'âge avance, plus le mécanisme de défense du corps baisse. Et avec l'âge aussi, il y a d'autres maladies. Ça fait que ce sont des personnes très vulnérables. Des maladies comme le diabète. Comme le diabète, oui. comme l'hypertension, et même comme un cancer et toute autre chose. Alors, c'est des sujets qu'il faut protéger. L'annonce a été faite après une rencontre au Conseil national de sécurité. Est-ce que vous avez eu une estimation du nombre de personnes aujourd'hui dans cette situation? Nous ne pouvons pas vous donner un chiffre exact du nombre de personnes dans cette situation. Mais ça vous donne quand même une idée de ce qu'il y a à faire. Nous saluons la mesure. Et cette mesure repose la question de l'articulation de la médecine. Alors, pour ces personnes âgées qui vont rester confinées, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les aidants naturels s'approprient les mesures. C'est qui les aidants naturels? Les aidants naturels, l'entourage proche. Ça peut être la famille, D'accord. ça peut être une personne de confiance, et aussi les médecins traitants de ces personnes âgées s'approprient ces mesures pour bien leur expliquer. Parce qu'il faut bien comprendre le bien fondé de ces mesures pour pouvoir sauver la vie de ces personnes âgées. Alors, vous parlez des aidants naturels, alors qu'aujourd'hui, on sent ça et là, ce dont on parlait tout à l'heure, des personnes qui, là encore, malheureusement, ne croient pas du tout. Comment on peut réussir à s'occuper de quelqu'un d'une maladie dont peut-être on ne croit pas? Il ne faut pas se décourager, il faut continuer ce travail de proximité pour que la perception des gens change. C'est un travail pédagogique qu'il faut continuer. D'accord. Alors, donc aujourd'hui, on n'a pas malheureusement une estimation. Les personnes doivent rester obligatoirement à la maison. Mais comment se fait le suivi, notamment vous, de votre côté? Comme je vous l'ai dit, le suivi, les équipes de l'Institut national d'hygiène interviennent. Lorsqu'il y a un problème, elles nous alertent et nous intervenons. De toutes les façons, le confinement à domicile est bien suivi. Parce que là, là il ne s'agit pas de cas de maladie, forcément. Il s'agit de personnes fragiles, mais qui ne sont pas testées positives, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Mais pour ces personnes, comme je le dis, nous allons mettre des lignes téléphoniques. Alors, à travers les lignes téléphoniques, elles peuvent verbaliser leurs souffrances et elles seront accompagnées. Et si, en fonction du niveau de détresse, une équipe peut se déplacer pour aller à domicile, puisque le gouvernement nous a donné les moyens de nous déplacer. Et aussi, les téléphones sont en train d'être mis à notre disposition pour pouvoir écouter toutes ces souffrances. Nous avons une responsabilité de les écouter. Elles ont besoin d'être écoutées. On ne peut pas les laisser. Elles ont besoin d'être écoutées, d'être accompagnées. Nous ne pouvons pas les laisser, d'autant plus que les moyens sont en train d'être dégagés pour qu'on puisse se déplacer, pour qu'on puisse écouter ces personnes. Les téléphones sont en train d'être mis à notre disposition. Des véhicules sont en train d'être mis à notre disposition. Mais pour le moment, qu'est-ce qui est fait? Parce que là, depuis la semaine dernière, on suppose que c'est rentré en vigueur, c'est donc obligatoirement entré en vigueur. Qu'est-ce qui est fait pour le moment sur cette question précisément? Sur cette question, nous allons intervenir qu'à partir de la semaine prochaine. Je vous dis que les moyens sont en train d'être mis. Des moyens ont été mis. Nous avons formé les équipes. Mais je pense qu'au plus tard lundi, les choses seront opérationnelles. Mais aujourd'hui, quand on parle de confinement, quel est le type de confinement qu'il faut appliquer à la situation, notamment en Côte d'Ivoire? Je pense que le confinement qui a été décidé, il faut s'en suivre. Il faut se soumettre à ce qui a été décidé. Chaque pays a sa réalité. Et cette décision a été prise après une réflexion élaborée d'une commission scientifique qui a guidé le Conseil national de sécurité et le gouvernement. Je pense que chaque pays a sa réalité. C'est une maladie qui est apparue. Nous n'avons pas assez de recul. Donc, il faut laisser les décideurs et les scientifiques nous dire les choses qu'il faut et il faut qu'on se les approprie. Donc, si les choses évoluent et que les gens évaluent et qu'on estime qu'il faut un confinement total, nous allons nous soumettre et nous allons avoir aussi une méthodologie de travail par rapport à ça. Mais je pense qu'il ne faut pas aller dans tous les sens. Il faut faire confiance aux responsables, il faut faire confiance aux soignants, il faut faire confiance aux décideurs. Donc aujourd'hui, pour vous, la situation actuelle, c'est mieux en partiel, confinement total? Pour le moment, la situation est bien. C'est bien. D'accord. Tout va dépendre de l'évolution. Alors, cela va impliquer certainement une lourde pression psychologique. Si on arrive, par exemple, à un confinement total, cette pression psychologique, comment on peut la supporter? Alors, pour supporter cette pression psychologique, l'une des choses, il faut toujours maintenir l'optimisme.
faut se dire, lorsqu'on échange avec les gens, on leur fait comprendre. Il y a certes le Covid, mais il y a des gens qui en guérissent, tout le monde ne meurt pas. Il y a seulement une proportion de 10 à 15% qui vont faire des formes graves. Deuxièmement, il faut se mettre dans une disposition d'une flexibilité. Flexibilité, ce sont nos capacités d'adaptation. Chacun d'entre nous, dans son développement, a été confronté souvent à des difficultés, mais quel mécanisme il a mis en place pour faire face à ces difficultés? Donc, il faut développer ces ressources personnelles qui nous demandent de nous réorganiser au point de vue professionnel, au point de vue familial, au point de vue social, même au point de vue spirituel. On a vu bien ici, à la fête des Pâques, les messes ont été faites à la télévision et les fidèles sont restés. Donc, l'accompagnement spirituel même peut se faire par téléphone. Alors, il faut développer toutes ces capacités, toute cette flexibilité. Qu'est-ce que je fais en ce moment par rapport à la situation pour me protéger? Autre élément qu'il faut prendre en compte, il faut maintenir des bonnes habitudes de vie. Un peu d'exercice physique, il ne faut pas se mettre à consommer de l'alcool et trop de tabac ou même des drogues illicites pour la régulation émotionnelle, pour tous ces problèmes qu'on a. Deuxièmement, autre chose, il faut maintenir des liens sociaux. Par téléphone, et il faut développer certaines valeurs aussi. Tout cela peut nous aider à vivre bien notre confinement. D'accord. Vous allez continuer justement le confinement. Vous le savez, plusieurs pays l'expérimentent actuellement. Et nous avons joint via appel WhatsApp des personnes qui vivent confinées dans d'autres pays. Je vous invite à regarder les cas, par exemple, de personnes en Italie et au Maroc. Je m'appelle Fatou Diako et je suis la présidente de l'association AMEF Onlus de Naples, Italie. Dès que je suis à la maison, je ne descends pas, mais j'arrive à coordonner, j'arrive à organiser, j'arrive à dialoguer, j'arrive à assister à tous les débats par call. Donc, c'est un peu ça. Je vous encourage, restez à la maison. Ce n'est pas du jeu, c'est de la réalité. C'est le monde, ce n'est pas un seul pays, mais c'est le monde entier qui est en crise. Donc, je vous encourage de rester chez vous à la maison et j'invite toutes les associations à faire comme nous. Voilà, nous sommes unis parce qu'une seule association ne peut pas aller de l'avant. Une seule personne ne peut pas aider le monde entier. Il faut s'unir, il faut se mettre tous ensemble pour pouvoir réagir à cette pandémie. C'est Stony, web comédien, conseiller multimédia vivant à Casablanca au Maroc. Ici, nous, le confinement, on le vit chez nous à la maison. C'est ça le sens du confinement. On n'a pas d'autre choix parce que dehors, tout est fermé. On a aussi une communauté forte ici, subsaharienne, qui vit mal ce confinement-là parce que ces personnes-là vivent du commerce pour la plupart et des centres d'appel pour d'autres. Vous avez des centres d'appel aujourd'hui qui sont fermés parce qu'ils dépendent de l'Europe, de la France. La France qui est confinée aussi, donc tout est arrêté. Eux aussi, ils sont au chômage technique pour beaucoup. Et d'autres qui travaillent chez eux en télétravail. Moi, par exemple, je continue d'aller au travail. C'est vrai que les autorités ont demandé à ce que ceux qui peuvent travailler à partir de chez eux le fassent. Moi, mon entreprise estime que ma présence est nécessaire sur mon lieu de travail. Donc, ils m'ont fourni une dérogation pour me déplacer. Et c'est avec ça que je vais au travail. Encore, il y a un itinéraire à respecter parce qu'il y a le lieu de résidence qui est mentionné sur le papier et aussi le lieu de destination, le travail. Deux éléments, on voit bien qu'on est arrivé à la deuxième partie sur le comment on réussit ce confinement et on peut dire qu'il y a quand même des notions qui se dégagent, il y a la discipline, la responsabilité des personnes qu'on voit qui ont réussi aussi à changer le quotidien. Oui, merci, c'est bien ces mesures que j'étais en train de lister. Il faut s'approprier toutes les mesures prises. Et j'étais en train de lister un certain nombre d'éléments qu'il faut respecter, qu'il faut prendre en compte pour pouvoir réussir son confinement. Si vous voulez bien, je peux les reprendre. Non, on a déjà entendu, mais je parle de l'impact là maintenant psychologique et social sur sur les individus par rapport au confinement. Est-ce qu'on peut en avoir quelques-uns dans la société notamment? Quel impact véritablement sur le social des populations? Dans la société, mais les rapports à l'autre changent. Les rapports à l'autre changent du fait du confinement. L'individu, le confinement lui est imposé. Sa vie change. Donc les rapports à l'autre changent, la relation à l'autre change. Tant dans le milieu professionnel que dans le milieu familial, que dans la communauté religieuse même. Donc tout change et même socialement, économiquement, ça change pour certains qui avaient des activités économiques qui ne peuvent plus mener. Il y a quand même un impact.
C'est un confinement qui leur est imposé. Je donne l'exemple, le week-end, quelqu'un peut dire je ne sors pas, je suis fatigué. Là, c'est lui-même qui décide de se confiner. Mais ici, le confinement leur est imposé. C'est quelque chose qui arrive, qui n'est la responsabilité de personne. C'est une pandémie, il faut faire face. Mais comment il arrive à surmonter? Quels sont les différents éléments qu'il doit avoir, notamment pour meubler le quotidien à la maison? Pour meubler le quotidien, c'est ce que j'ai dit, il faut avoir une flexibilité soi-même. Il faut soi-même s'occuper, il faut soi-même réorganiser sa vie, réinventer, réorganiser, se donner du temps, du loisir, de la détente. Mais d'un individu à l'autre, ce n'est pas la même chose. Comment, ça semble facile vraiment à dire, mais comment amener les gens à le faire? Comment amener les gens à le faire? Oui. Mais c'est au cas par cas. Quand on va échanger avec eux, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. On ne peut pas donner... Il y a une disposition générale qu'on élabore, les mesures que j'ai dit. Mais les questions vont se résoudre au cas par cas. D'un individu à l'autre, ce n'est pas la même chose. On peut avoir une problématique avec d'autres où c'est les substances qui prennent, l'alcool, le tabac, mais avec d'autres... Et si on prend par exemple le cas de conjoints, forcément des tensions qui naissent avec le conjoint ou avec les enfants, c'est un cas spécifique, un cas pratique. Comment gérer une telle situation? Une telle situation, il faut évaluer qu'est-ce qui fait qu'il y a la tension. Et il faut amener les gens à avoir une bonne communication. Il faut que, par exemple, en famille, les tâches soient partagées. Il faut qu'il y ait une tolérance, une compréhension, une bonne communication entre les parents, également entre les enfants, entre parents et enfants. Il faut travailler sur la relation en famille. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé au confinement total, mais on va revenir quelque peu sur les cas de malades. Ils sont tous dans les hôpitaux, les plus de 600 cas qu'on a, ou il y en a en autoconfinement? Il y en a en autoconfinement. La méthodologie a été bien expliquée par mes collègues. Ils sont suivis à domicile. Et donc, s'il n'y a pas de problème, lorsqu'il y a une alerte, c'est ainsi qu'on les met en hospitalisation. Sinon, il y a des autoconfinements et tout se passe bien. Ils sont suivis avec les équipes de l'Institut national d'hygiène qui sont en contact avec eux. D'accord. Alors, on va prendre la direction cette fois de la France, où un Ivoirien est parmi les médecins les plus actifs. Docteur Afif Gassam, il est depuis en France, à Mulhouse. Et il nous parle de l'expérience de la France, justement, au niveau de cette prise en charge médicale. Je pense qu'il faut absolument respecter les consignes du gouvernement qui sont strictes et qui sont essentielles en Côte d'Ivoire. La distanciation et les mesures barrières, ne pas se saluer la main, laver les mains, le cache-nez ou le masque comme vous voulez, et vraiment isoler les personnes, limiter les déplacements donc au strict minimum, c'est-à-dire aller voir le médecin, faire des courses pour s'alimenter et que ça. Et que pendant les périodes de marché ou les journées de marché, qu'il n'y ait pas beaucoup d'enfants allant au marché. Les enfants doivent rester à la maison parce que les enfants sont porteurs sains et ils peuvent aussi transmettre la maladie. Est-ce que toutes les personnes qui sont contaminées sont à l'hôpital ou sont chez elles? Les personnes qui sont contaminées, toutes les personnes qui sont contaminées ici ne sont pas forcément dans les hôpitaux. Elles restent chez elles en isolement, sauf pour les cas compliqués ou les personnes qui souffrent de pathologies cardiovasculaires, diabète, obésité, avec des difficultés respiratoires. Ces patients-là sont hospitalisés pour une prise en charge plus stricte. Mais globalement, la majorité des patients qui sont contaminés par le coronavirus restent chez elles et en isolement. Juste pour vous donner aussi une information par rapport au cache-nez, si vous avez des cache-nez comme ça, la partie bleutée ou la partie verdâtre, elle doit être du côté de l'extérieur et pas du côté de l'intérieur. Donc ça se porte comme ça. Donc ça peut être des masques en tissu ou des masques chirurgicaux. Donc je vois beaucoup de personnes sur les réseaux qui portent le masque et qui mettent le nez dehors. Et ça, c'est pas forcément utile et voire même dangereux. Donc le mieux, c'est de garder sur le nez et de bien pincer sur le nez pour pas qu'il y ait d'espace. Et surtout, bien se laver les mains à l'eau savonneuse ou des gels hydroalcooliques régulièrement. Quelques gestes barrières, mais est-ce qu'il y a, professeur, pour terminer, quelques conseils? Les conseils que je peux dire, au-delà de tout ce que j'ai dit, il faut que la population s'approprie les mesures qui ont été énoncées. Parce que nous ne sommes pas atteints par cette maladie en fonction de notre appartenance ethnique, ni religieuse, ni politique. Il faut s'approprier ces mesures. C'est une riposte collective qu'on doit avoir. Voici ce que je peux dire. Et que dans la prise en charge médicale, il y a aussi la prise en charge psychologique que vous assurez. Que nous assurons et qu'on pourra nous joindre par ligne téléphonique. Nous pourrons nous déplacer aussi
il ne faut pas que les populations s'inquiètent. On ne peut pas les laisser avec ces souffrances qui seront errantes. Et je voudrais également dire merci à tous mes collaborateurs, au Conseil national des psychologues de Côte d'Ivoire, qui a bien voulu travailler avec... À tout le personnel soignant. À tout le personnel soignant qui s'occupe qui a bien voulu travailler avec le programme, mes collègues psychiatres, pour qu'on ait des outils. On a pu former les équipes et maintenant, on va avoir des interventions efficientes. Merci, professeur Yeo Tenena Jean-Marie. Vous êtes médecin psychiatre, directeur coordonnateur du programme national de santé mentale. Même si pour le moment, ce n'est pas encore le confinement total, mais selon les dernières décisions du Conseil national de sécurité, le confinement est obligatoire pour les personnes fragiles. C'est donc une nécessité. Il est aussi indispensable de réduire les déplacements le plus possible et porter un masque lors de vos sorties. Vous vous protégez et vous protégez les autres. Prenez soin de vous.